Je vous vois, vous vous dites, ça y est, c'est reparti, elle va encore nous demander de financer TV Liberté. Eh bien mes amis, je ne vais pas vous mentir, vous avez tout compris. Et la raison est très simple. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de votre engagement pour nous faire connaître, mais aussi de votre don pour continuer notre mission. Sur TVL, pas de bourrage de crâne avec les sketchs de Zelensky ou les laïus sur les piqûres de Pfizer promus par McKinsey. Sur TV Liberté, nos programmes sont en accès libre pour tous. Et cette formule est uniquement possible si vous tous nous soutenez financièrement. Car aider TVL, c'est être rebelle, c'est ne plus se contenter de subir, de regarder, de consommer. Aider TVL, c'est agir. Alors agissez et donnez à TV Liberté. Bonjour à tous ceux qui viennent de YouTube et nous rejoignent ici pour suivre ce nouveau Zoom en compagnie du professeur Christian Perron. Bonjour professeur. Bonjour Elise. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons présenter votre troisième ouvrage après Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Après Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Vous présentez aujourd'hui, toujours chez Albin Michel, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Alors pour commencer, professeur, peut-être l'actualité la plus brûlante, même si cela date déjà d'un mois, le 21 octobre dernier, vous étiez blanchi par le Conseil de l'Ordre des médecins. Rappelez-nous ce qui vous reprochait à cette occasion. C'était une bonne nouvelle. Il me reprochait des propos un peu véhéments dans les médias. En fait, je n'étais pas très inquiet parce que on ne pouvait pas me reprocher des fautes dans ma pratique médicale. J'ai toujours respecté la déontologie, respecté le serment d'Hippocrate, été au service de mes malades. Pendant 15 ans, j'ai travaillé à mi-temps en tant que président de commission pour le ministère, pour gérer les épidémies, les crises sanitaires, la vaccination. Et je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, j'étais très fier. Bon, après qu'on m'attaque parce que je n'étais pas d'accord avec la gestion de l'épidémie, honnêtement, ce n'était pas pour moi une faute médicale qui soit sanctionnable par le Conseil de l'Ordre. Après, bon, ils avaient des pressions. Et finalement, la Chambre disciplinaire a reconnu. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils disent, finalement, quand on regarde Perron, c'était une des rares personnes qui avait l'expérience pour pouvoir parler, et qui, en regardant son CV, son expérience nationale, internationale, il était non seulement, il avait le droit d'émettre une opinion divergente du gouvernement, mais en plus, il en avait l'obligation. C'est très fort. Et il y a aussi une phrase comme quoi il faut respecter la liberté d'expression des médecins, alors que le Conseil d'État venait juste de dire non, les médecins, on s'en fout, ils doivent obéir, ils n'ont plus le droit de parler, ça doit être des toutous. Donc là, je dois dire, cette chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre a rétabli l'honneur de la médecine face à cette oppression politique. Et bon... Évidemment, j'étais très content à titre personnel, mais j'espère que... Mais vous étiez content? Est-ce que vous étiez surpris de cette décision? Je pensais que, vu les pressions qu'il y a actuellement, qu'ils allaient peut-être me mettre un avertissement pour la forme, parce que... et là, effectivement, j'étais surpris qu'ils me blanchissent totalement. Parce que, d'un point de vue factuel, je trouve logique, parce que je ne vois pas comment on aurait pu me radier, j'ai jamais rien fait de mal. Mais j'espère que ce verdict rendra service, parce qu'il y a... Moi, je dirais j'ai un peu de la chance, peut-être un peu protégé par mon CV, etc. Mais je vois aujourd'hui, il y a des généralistes tous les jours qui sont radiés parce qu'ils ont sauvé des vies avec l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Et quand on voit des soi-disant fact-checkers qui disent que ces produits ne marchent pas, alors qu'on a la preuve absolue maintenant sur la planète que ça marche, et que le Conseil de l'Ordre continue à attaquer des médecins qui avaient mis en danger la vie des patients, les médecins qu'il faut attaquer, c'est ceux qui ont fait les injections, parce qu'ils n'ont pas fait signer de consentement éclairé, ce qui est totalement illégal. Ces pseudo-vaccins, c'est des produits expérimentaux. Donc si chaque médecin de France avait respecté la loi, normalement chaque médecin doit respecter la loi, il aurait dû faire signer un consentement éclairé à tout patient. Et d'ailleurs maintenant, il y a des procès qui commencent en Belgique, en France, de familles de patients décédés après les injections, qui demande aux médecins traitants où est la signature du consentement éclairé de la personne de ma famille qui a été injectée. Et là, les médecins découvrent d'un seul coup qu'ils ont été hors la loi, manipulés par nos gouvernants. C'est très grave ce qui se passe, mais beaucoup de médecins vont probablement avoir des ennuis en justice. Et je l'avais même dit au Parlement européen. Alors c'est compliqué, si je vous suis bien, professeur, l'Ordre des médecins a tapé, j'allais dire, des médecins généralistes, comme vous nous le dites, qui ont voulu soigner leurs patients.
souvent à succès, si je vous suis bien. Oui. En revanche, ceux qui n'ont pas respecté le serment d'Hippocrate, qui consiste à ne pouvoir administrer des choses à un patient qu'avec son consentement éclairé, c'est-à-dire avec la connaissance exacte de ce qu'on va lui administrer, eux ne sont pas inquiétés. Voilà, donc c'est une injustice. Et j'avais même dit, quand j'étais passé, alors pas au Parlement européen, je suis passé récemment, mais au Parlement du Luxembourg, j'étais, je crois que c'était au mois de février de cette année, j'ai dit devant les parlementaires présents, puis comme ça a été filmé et relayé dans le monde entier, alors c'était traduit dans toutes les langues, j'ai dit aux parlementaires, attention, tous ceux qui ont voté des lois obligeant à l'inoculation de produits expérimentaux, c'est contre les lois nationales et traités internationaux, contre le code de Nuremberg. Chaque parlementaire qui a voté ça, un jour, sera, à titre personnel, attaqué devant des tribunaux pénaux, nationaux, internationaux, pour rendre des comptes, parce qu'ils ont fait des choses totalement illégales. Et ça, il faut bien que les Français soient au courant que tous les gouvernements de beaucoup de pays ont fait des choses totalement illégales. Et il faut se battre, parce que c'est totalement impensable qu'on ait pu, dans une soi-disant démocratie, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus en démocratie, qu'on ait pu voir ça. On a le sentiment finalement que vous êtes un peu le seul médecin rescapé de cette crise et c'est vrai que quand le Conseil de l'Ordre vous blanchit, dans le même temps, il y a d'autres praticiens en retraite, je pense au docteur Delépine qu'on a reçu à plusieurs reprises, qui sont sanctionnés quasiment en même temps que vous êtes blanchi. Et on se dit finalement, heureusement que le professeur Péronne a été médiatisé, c'est peut-être ce qui l'a sauvé quelque part. Probablement, et puis je pense que je leur fais un peu peur, parce que vous savez, tous les gens qui sont montés à un certain niveau, beaucoup ont des casseroles, on peut les faire chanter sur des choses, il y en a qui sont corrompus, d'autres qui ont eu des problèmes de harcèlement sexuel ou des tas de choses. Vous êtes l'homme qui en savait un peu trop alors. Voilà, mais alors ils ont cherché, ils n'ont trouvé aucune faille chez moi. C'est ça qui les embête. Et puis à chaque fois, quand je parle, tout ce que je dis est sourcé. Dès mon premier livre, là, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Donc c'était en juin 2020, après la première vague. Si vous vous souvenez, dans les médias, il y a des journalistes, des professeurs de médecine sur les plateaux télé. On dit Péronne, il est foutu, il a diffamé, il va être condamné en justice, au pénal, il va être radié de l'ordre des médecins. Puis finalement, tout ce que j'ai dit dans mes 3 livres, y compris le dernier, tout ce que je dis, il y a les preuves, il y a les sources, donc ils ne peuvent pas m'attaquer. Et puis moi, ce qui m'insupporte, c'est que toutes ces personnes qui se croient importantes, que ce soit ces soi-disant fact-checkers ou autres journalistes qui m'attaquent en disant que je dis n'importe quoi, j'en ai jamais vu un seul qui m'a apporté des éléments scientifiques pour contredire ce que je disais. Moi, tout ce que je dis, j'ai la preuve. Eux, tout ce qu'ils disent, Péronne, il dit n'importe quoi. C'est la seule chose qu'ils sont capables de dire. Donc moi, je suis très à l'aise et ces gens... Parce que dans les fact-checkers, il y a peut-être des gens qui ont une formation scientifique, mais pas tous. Il y en a, c'est des journalistes qu'on a payés pour attaquer tout ce qui bougeait, qui allait contre la parole du gouvernement. Mais moi, je méprise profondément ces gens-là. Ils m'ont attaqué, accusé plein de fois. Ils n'ont jamais pu me mettre en défaut. Et moi, ce qui me choque, c'est que moi, j'ai demandé des débats contradictoires à mes opposants. Je dis, venez sur le ring, on parle, on expose les données scientifiques, on s'explique comme ça devant les Français. Je l'avais même proposé au professeur Jean-François Delfraissy l'année dernière, je lui ai proposé il y a quelques semaines, à chaque fois il a refusé, qui était le président du conseil scientifique. Un professeur Delfraissy, qui était président du conseil scientifique, on le rappelle, avec qui vous n'êtes pas trop violent, vous êtes assez tolérant, parce que vous estimez que depuis... il a fait un peu amende honorable, en fait. Voilà, alors moi, Jean-François Delfraissy, je le connais depuis qu'il était interne en 1978. On s'est croisés souvent parce qu'il a beaucoup travaillé dans le sida. Il était président de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Bon, j'étais même, quand j'étais interne, j'ai travaillé dans le service où il était assistant. Donc ça fait des années que je le croise comme ça régulièrement, donc je le connais bien. Et c'est quelqu'un d'intelligent. Mais alors, j'étais très content en quittant le conseil scientifique dissous par Macron en juillet dernier, il dit finalement, quand on regarde toutes les décisions qu'on a prises, l'effet a été nul. Je crois que c'était les propos qu'il a tenus. Ce vaccin, on n'a pas choisi le bon produit parce que ce n'était pas un vaccin. Ça n'avait aucun effet sur la transmission pour protéger les gens des formes graves. On aurait dû laisser le virus circuler pour stimuler l'immunité naturelle. On n'aurait jamais dû prendre des mesures contre les libertés. Lui qui a 2 ans avant était le principal agent du confinement, il faut le rappeler. Et à la fin, il dit on aurait dû écouter l'avis des Français.
Alors je dis bravo Jean-François, parce que je connaissais bien, je suis ravi qu'il dise ça. C'est pour ça que quand je l'ai entendu parler, j'ai cru que c'était moi qui parlais. Il avait des propos péronesques presque. Et alors, après, ce qui m'a... Alors j'ai dit tiens, mais c'est bien. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Macron a dissous le conseil scientifique, parce que les gens commencent à avoir des voix. D'ailleurs, j'avais remarqué que Jean-François Delfraissy, déjà l'année dernière, il commençait de temps en temps à ruer dans les brancards discrètement, à remettre en cause un peu les choses, mais il était discret parce qu'il avait peut-être des pressions. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que 3 semaines après, quand il y a eu le nouveau comité scientifique qui s'appelle COVARS, maintenant présidé par le professeur Brigitte Autran, que je connais aussi très bien, que j'ai travaillé avec elle il y a longtemps, alors que Delfraissy, en partant, dit ce vaccin, il ne marche pas du tout, on s'est planté. Elle arrive 3 semaines après, dit ce vaccin est génial, mais les Français ne sont pas assez vaccinés, il faut vacciner les enfants. De qui se moque-t-on ? C'est plus possible d'entendre des professeurs d'université sortir des sornettes pareilles sans avoir aucune documentation scientifique, alors qu'actuellement, maintenant, on rapporte 70 000 morts dues aux injections de ces soi-disant vaccins entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Alors justement, professeur Perronne, aujourd'hui, on est presque 2 ans après le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Quel bilan tirez-vous de cette opération ? Est-ce que c'est un fiasco total ? Est-ce que ça a permis d'éviter des morts ? Est-ce que c'était crucial ? Je crois qu'on a compris que ce n'était pas votre point de vue. Comment vous voyez ça ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelques pays dont la France ont les pires résultats de gestion dans le monde. La France j'en parle dans mon livre, très très mal classé. Les pays qui s'en sont mieux tirés, c'est les pays dits pauvres, qui n'étaient pas sous l'influence de l'industrie pharmaceutique et des lobbies, et qui ont bien mieux géré avec l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine qu'ils utilisaient depuis des décennies, avec des plantes, l'artémisia, le ramsevara ou des plantes comme ça, avec des effets fantastiques. Quand on regarde des tas de pays qui ont eu... L'épidémie a quand même circulé, mais maintenant il y a plus beaucoup de cas, il n'y a plus du tout de morts. Et c'est seulement les pays sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, les pays riches, qui ont eu ces grandes épidémies et tous ces morts. Et partout, cette pseudo-vaccination a été arrêtée, l'épidémie est terminée. Et c'est que dans les pays qui continuent des campagnes de soi-disant vaccination qu'il y a encore des cas et des morts. Donc maintenant, la corrélation, on ne peut pas passer à côté. Ce sont les vaccins qui sont des stimulateurs, des facilitateurs du virus. Mais par quel mécanisme alors ? Par un affaiblissement immunitaire Oui, parce que ces injections d'ARN messager produisent beaucoup ce qu'on appelle la protéine de pointe ou protéine spike dans l'organisme, qui va dérégler les cellules, affaiblir le système immunitaire et faire que les gens sont beaucoup plus fragiles. Vous savez, la dernière fois où j'étais passé de façon exceptionnelle, parce que ça faisait déjà 1 an que j'étais radié des médias principaux, mais quand j'étais passé sur CNews en novembre 2021... Avec Yvan Rioufol, j'imagine. Avec Yvan Rioufol, j'avais présenté, j'avais envoyé à CNews avant les courbes de santé publique Angleterre qui montraient qu'à l'époque, un Anglais qui était soi-disant vacciné, s'il rencontrait le virus, s'il était à risque, il avait 4 fois plus de chances de mourir qu'un non-vacciné. C'était des données factuelles qu'on a retrouvées dans beaucoup de pays. Bon, c'est pas moi qui... J'étais convoqué par le Conseil de l'Ordre 15 jours après pour dire « Bon, allez, taisez-vous, vous n'avez plus le droit de parler du vaccin. » Et pourtant, c'est des choses factuelles. Et puis en plus, ce qui m'a amusé, c'est que quand le Conseil de l'Ordre des médecins a porté plainte contre moi, ils ont utilisé un article, alors je ne sais même plus le nom du journaliste, je m'en fous à la limite, qui a fait un article sur ce que j'avais dit sur CNews en déformant totalement mes propos, mais en changeant radicalement, en disant que j'avais dit que les médecins étaient des assassins, je ne sais plus ce qu'il avait raconté. Et le Conseil de l'Ordre a pris ça comme argent comptant sans même vérifier ce que j'avais dit. Heureusement, avec mon avocat, on a pu apporter les preuves. Mais il y a une désinformation totale. On essaie de mettre dans ma bouche des choses que je n'ai jamais dites. Voilà, donc moi, je suis très à l'aise. Et je continuerai à me battre sur des choses factuelles, prouvées, et d'arrêter d'écouter tous ces mensonges. Si on revient sur cette question de la vaccination contre le Covid-19, il y avait essentiellement 2 promesses faites par les politiques. C'est évidemment d'être moins vulnérable face aux formes graves du Covid-19 et 2,
d'empêcher la transmission, puis finalement de la réduire, puis finalement, on sait ce qu'on doit en penser. Aujourd'hui, que reste-t-il de tout ça ? Alors, vous savez, quand je suis allé, j'étais invité au Parlement européen à Strasbourg récemment. Il se trouve que c'était un petit groupe de députés européens qui m'a invité. J'ai rencontré Rob Ross, député néerlandais, et c'est lui, si vous vous souvenez, qui était chargé de conduire l'interview de la représentante de Pfizer. Parce que Bourla, le PDG, a refusé de se déplacer. Il est à la piscine, oui. Il était occupé, très occupé, ce pauvre garçon. Donc il a envoyé une Américaine le représenter. Et Rob Ross, il l'a fait un peu à la hollandaise de façon un peu agressive. Et il lui a dit, maintenant arrêtez votre blabla. En quelques mots, dites-nous si vous avez une donnée quelconque dans vos dossiers que votre produit expérimental protège contre la transmission du virus. Alors, la femme, on voyait qu'elle n'était pas très bien préparée, elle était un peu sous le choc. Elle a dit, non, finalement, on n'a aucune donnée. Elle l'a avoué publiquement devant le monde entier. Donc, vous vous rendez compte que Pfizer, un des principaux fabricants de vaccins, reconnaît devant le monde entier qu'ils n'avaient strictement aucune donnée pour dire que ça protégeait de la transmission. À ce moment-là, on se rappelle ce que Olivier Véran disait à la télé l'année dernière. Protéger, mais protéger les autres. Ce que mes collègues infectiologues disaient sur les plateaux tous les jours en disant maintenant on a la preuve, ce vaccin va protéger tout le monde, 95%. On culpabilisait les enfants en disant vous allez tuer votre grand-mère si vous allez manger la bûche de Noël, etc. Tout ça, c'était des mensonges totaux qui reposaient sur du vent. C'est à cause de cette absence de données, finalement, qu'on a suspendu tous les soignants non vaccinés, en disant si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes très dangereux pour vos collègues, très dangereux pour les malades, vous allez contaminer tout l'hôpital. Alors que moi, j'avais dit dès le mois d'août 2021... Attention, ce seront les vaccinés qui vont être le plus responsables des contaminations à Noël. J'avais dit ça avait fait un tollé. Et à Noël, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les vaccinés ont fait le plus de formes graves, ont plus contaminé que les non-vaccinés. Donc, tout ça, c'est une gigantesque manipulation. Donc moi, j'aimerais que tous ces gens, ministres, experts, journalistes, qui l'année dernière ont affirmé comme ça que c'était la preuve scientifique absolue que ce vaccin protégeait contre la transmission, au moins qu'ils présentent leurs excuses, ou sinon qu'ils soient traduits dans les tribunaux, parce qu'ils ont été responsables quand même de beaucoup de morts. Il faut le comprendre. Et maintenant, ça saute aux yeux de tout le monde, mais c'est quand même étouffé. Voilà, donc alors, quand vous dites qu'ils ont été responsables de beaucoup de morts... parce qu'ils ont quand même affirmé qu'il fallait inoculer des millions de gens dans le monde. Et on sait que maintenant, il y a quand même énormément d'effets secondaires extrêmement graves, et voire de morts après l'inoculation de ces produits, alors qu'ils n'apportent strictement rien pour vous prévenir à titre individuel. Alors oui, parce que l'histoire officielle, c'est que quand bien même il y aurait des effets secondaires, ils sont bien moindres que les avantages qu'ils ont procurés à la population. C'est gigantesque, ces effets secondaires. Vous savez, j'étais très choqué parce que j'ai découvert ça il y a quelques jours. Laurent Toubiana, que vous connaissez, qui est un superbe épidémiologiste, qui aime bien analyser des données précises, a demandé au ministère de la Santé, donnez-moi les données des morts, des hospitalisés, des vaccinés, pour que je fasse mon calcul mathématique pour voir qui a protégé quoi, comment ça marche. Refus total du ministère. Donc il passe par la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Je rappelle, c'est dans la loi française depuis des années. La CADA est là pour améliorer la démocratie, pour que n'importe quel citoyen français a le droit, dans la loi, d'avoir accès à des documents administratifs confidentiels. C'est la loi. Donc on n'a pas le droit de refuser. Et là, la CADA dit, non, on ne peut pas... C'est très fréquent que la CADA refuse. Je sais, moi je l'ai vu, j'ai été confronté à la CADA pour d'autres choses. Ils refusent, alors c'est illégal. Donc la CADA est dans une situation illégale. Normalement, le directeur de la CADA, il devrait être viré du jour au lendemain s'il y avait des magistrats qui faisaient respecter la loi dans ce pays. Bon, c'est comme ça. Et le ministère de la Santé dit, nous, on n'a aucune donnée. Alors là, il ne faut pas me faire rigoler, parce que l'année dernière, il disait, on a plein de données pour montrer qu'il faut absolument vacciner, pour sauver, machin. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de données. Et je peux vous dire que là, ils se sont très mal, ils sont en panique, parce que dans le monde entier, ça sort l'excès de mortalité après l'inoculation. Ça a commencé par le Portugal, 20% d'excès de mortalité entre 20 et 50 ans. Ça sort aux États-Unis, ça sort. J'étais l'autre jour à Oslo, à une conférence internationale. Dans tous les pays, ça sort, y compris les baisses de fertilité et tout ça. Donc, ils ont fait croire, vous savez, les fact-checkers ont fait croire que c'était de la Fox, que c'était des fausses nouvelles. Maintenant, c'est la réalité que nos dirigeants devront avoir à affronter.
Évidemment qu'ils ont peur, parce qu'ils voient bien comment ça va se terminer. Ça va mal se terminer pour eux, j'en suis convaincu. C'est évident. On ne peut pas avoir manipulé les gens avec des fausses informations. Moi, je dis ça depuis le début, sans que ça se termine mal pour eux. Donc, Mais alors justement, professeur, est-ce que, je vous demande de sortir un peu de votre rôle de médecin, là, de professeur, de votre point de vue, est-ce que vous pensez, si vous remontez le fil de tout cela, comment vous pensez que ce mécanisme s'est mis en place? Est-ce que vous pensez que c'est intégralement la faute des laboratoires pharmaceutiques qui ont produit des résultats biaisés, incomplets, ou qui ont produit des tests incomplets, et qui, pour des raisons de corruption assez simples, ont réussi à faire acheter ces vaccins que vous dites inefficaces, voire mortels dans certains cas, à l'Union européenne et à plusieurs États? Ou est-ce que finalement il y a une forme d'accord tacite des dirigeants politiques qui ont considéré que pour sortir de cette crise, il fallait finalement, sur le plan de la communication, expliquer aux Français comme aux Européens qu'il y allait avoir un déclic, un game changer, comme on dit, le fameux vaccin, et que finalement, ils n'ont pas été très regardants sur le reste. Tout ça était prémédité. Déjà, c'est que la pandémie était annoncée il y a des années. Il y avait des répétitions générales avec Bill Gates avant qu'elle commence. Donc, il y avait la page de couverture du journal. Professeur, on peut toujours suspecter que dans un monde hyper mondialisé, il va y avoir un jour ou l'autre une épidémie. Non, parce que sur la page de couverture de Vie économiste, qui est le journal des Rothschild, en janvier 2019, il y avait tous les symboles de la pandémie, avec le pangolin, le QR code dans la main, le tatouage ARN dans le bras qui représentait le vaccin. Donc, tous les symboles... Enfin, si je peux me permettre, à la fin, on s'est rendu compte que ce n'était pas un pangolin et on n'a pas de QR code encore sur le bras. Si dans le téléphone, on voit un QR code sur l'image. Bon, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est sorti par hasard. Après, votre question, c'était est-ce que c'est Big Pharma Big Pharma, normalement, si Big Pharma avait fait son boulot comme il faut, développer un vaccin, c'est 10 ans de boulot. Et une femme enceinte, c'est 20 ans. Quand je vois que Véran a inoculé une femme enceinte à la télé l'année dernière, j'ai halluciné. Je dis, c'est impossible. Moi, j'ai travaillé dans le vaccin au niveau international, à l'OMS. On n'a jamais injecté un vaccin à une femme enceinte avant 20 ans de recul. En quelques mois, d'un seul coup, des produits, on n'avait aucune donnée sur la tolérance, sur l'efficacité, sauf des résultats qui ont été publiés en fanfare. Et puis, vous vous souvenez déjà, je crois que c'était en fin 2021, je crois, il y avait le British Medical Journal, un grand journal médical anglais, qui a publié le rapport d'une Américaine qui a travaillé dans une boîte qui sous-traitait avec Pfizer. Absolument. Pour dire, on a analysé les données de Pfizer, il y a beaucoup de données qui sont fausses. Elle a dit publiquement. Et depuis, c'est que les données de Pfizer étaient secrètes pour 75 ans, puis une magistrate américaine a obtenu qu'elles soient libérées. Et on découvre que c'était analysé par des méthodologistes indépendants, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui sont truquées dans ces études. Donc, quand on voit qu'ils ont balancé comme ça en quelques mois un produit expérimental, en plus que des gouvernements l'aient rendu obligatoire alors que c'était totalement illégal, on se dit ce n'est pas possible, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Et qu'ils aient réussi à faire, comme en faisant peur aux gens tous les soirs, vous allez mourir pour un virus qui tue maintenant à 0,002%. Mais selon votre point de vue, professeur, il a été dangereux au début, ce virus ? Un petit peu au début, parce qu'il sortait du labo, il était bien... Mais il a peut-être été moins méchant. Il sortait du labo. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est d'accord. Je ne vois plus un seul virologiste au monde qui dit que c'est un virus naturel. C'est un virus qui a été modifié. Il y a eu les brevets de l'Institut Pasteur, les brevets de Chapel Hill en Caroline du Nord aux États-Unis, Fauci qui a financé les gains de fonction sur le labo de la chinois. Donc, je veux bien qu'on fasse l'autruche, mais bon, c'est évident que c'est pas peut-être qu'au début, il était originaire de la chauve-souris, mais il a été modifié par la main humaine, selon vous. Voilà, bien sûr. De toute façon, maintenant, c'est reconnu par quasiment tout le monde, sauf des dénégateurs forcenés. Bon, donc quand un virus tout nouveau arrive sur l'espèce humaine, il est quelquefois un peu virulent, puis les hommes ne sont pas très bien préparés pour se défendre. Mais quand on voit même la première vague qui était la plus méchante, ça n'a touché que des gens qui avaient des gros facteurs de risque. Touché d'un point de vue létal ou de forme sévère, c'était des gens de plus de 85 ans, des très grands obèses, des gens qui avaient des hypertensions artérielles très sévères, des grands diabétiques. Et on pouvait les identifier. Puis en plus, dès le début, il y avait déjà des études randomisées en Chine qui montraient que l'hydroxychloroquine marchande aurait pu les traiter et sauver déjà
80% des gens qui sont morts à la première vague. Après, à chaque fois, même si la télé... Concrètement, on aurait pu éviter des morts. Bien sûr. Quand un produit marche et qu'on vous l'interdit de l'utiliser, ça s'appelle comment? Et là, après... chaque fois, si vous regardez la télé tous les 3 mois, disent attention, il y a un nouveau variant qui arrive, on va être tous décimés. Mais ils connaissent rien à la virologie. Des virus nouveaux comme ça pour l'espèce humaine, surtout des virus à ARN, à acide ribonucléique, les variants sont de moins en moins virulents parce qu'ils s'adaptent à l'homme s'adapte à eux. Et finalement, maintenant, ça donne des rhumes et des bronchites la plupart du temps. Il y a encore quelques formes graves, mais qu'on peut soigner si on laisse soigner les médecins. Donc franchement, aujourd'hui, c'est plus un problème, ce Covid-19. Alors quand je vois encore des gens masqués partout dans la rue, dans le métro, je me dis, ils ont été complètement lobotomisés par les médias. Et c'est quand même... Je dois dire que si j'avais regardé ça d'un œil cynique, je dirais bravo, ils ont été champions dans la manipulation parce qu'ils ont réussi à faire peur tous les jours aux gens, à leur faire avaler n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de traitement efficace, qu'il fallait absolument subir l'inoculation expérimentale. On ne les a même pas prévenus que c'était un produit expérimental. Non, c'était même interdit de le dire. Ah, c'était interdit de le dire. Donc j'espère que tous ces gens rendront des comptes devant la justice. Parce que alors justement, professeur Perron, parce que vous avez eu droit quand même à l'ordre des médecins qui était particulièrement concentré sur vous, et sur tous les médecins qui semblaient vouloir soigner. Mais dans tout cela, les poursuites pénales pour les dirigeants politiques, on sait qu'Agnès Buzyn, elle, a été entendue à de très maintes reprises par la Cour de justice de la République. Elle a même été mise en examen. C'est le seul cas que nous connaissons aujourd'hui pour les dirigeants politiques français. Alors, Olivier Véran va être témoin assisté, ou je crois que c'est Édouard Philippe qui va l'être. Ils ont été peu entendus, voire pas entendus. Sibeth Ndiaye a disparu. Jérôme Salomon, on n'en entend plus parler. Martin Hirsch, il a quelques propos à votre égard toujours sympathiques de temps en temps, mais sinon on l'entend plus non plus. Comment on explique ça? La Cour de justice de la République n'a de mandat que pour les ministres, pas pour Jérôme Salomon, Martin Hirsch. Évidemment, évidemment. On le fait bien. Moi, j'ai été auditionné 2 fois, presque une journée complète à chaque fois, par la Cour de justice de la République. Donc je les connais bien, les magistrats de très haut niveau. Récemment, vous voulez dire? Non, ça fait plus d'1 an. C'est quand mais dans le cadre de ces affaires? Oui, voilà. C'était pour les attaques contre Agnès Buzyn, Édouard Philippe, etc. Bon, voilà, moi, j'ai juste exposé des faits précises. J'étais très intéressé par toutes les preuves que j'apportais. Bon, après, j'ai regardé comment fonctionnait la Cour de justice de la République. Ce qui m'a un peu inquiété, c'est que ces magistrats, ils ne sont pas très nombreux. C'est eux qui peuvent décider s'ils mettent en examen le ministre ou pas sur le dossier, ce qu'ils ont fait dans certains cas. Mais après, si jamais un ministre vraiment que l'instruction aboutit, qu'il doit passer devant un jury pour être éventuellement condamné, le jury de la Cour de justice de la République, il y a une petite poignée de magistrats, et la grande majorité des membres du jury sont des parlementaires. Je crois que c'est Édouard Balladur qui avait mis ça en place. Et les parlementaires, ils se tiennent tous par la barbichette. Il n'y en a pas un qui va faciliter la condamnation d'un de ses collègues, parce que ils considèrent tous qu'ils doivent avoir une forme d'immunité. Donc la Cour de justice de la République, qui est une noble institution, dans sa constitution, je dirais, a été dévoyée pour qu'en fait jamais un seul politique puisse être condamné, parce que c'est ce qui va se passer. Même si les magistrats font un énorme boulot pour essayer d'instruire tout le dossier, à la fin, ça va être des parlementaires qui vont juger. Ils sont tous entre copains. Bon, moi, ça m'a déçu quand j'ai vu le fonctionnement. Mais bon, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Un petit mot d'actualité aussi sur la situation dans les hôpitaux. Professeur Perron, on le sait, il y a encore énormément de soignants qui sont suspendus, plus de 15 000. Si on étend même parfois des chiffres absolument hallucinants, ça fait à peu près 14 mois qu'ils sont aujourd'hui sans salaire mais sans aucune allocation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas licenciés, ils ne peuvent pas retrouver de travail, ils n'ont pas droit à une allocation de Pôle emploi, ils sont contraints de vivre sans aucun revenu. Aujourd'hui, l'hôpital explose. C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. On assiste à des situations épouvantables. On a vu une vieille dame au CHU de Dijon qui a été laissée plusieurs jours à jeun avec un report d'opération pour que finalement on retrouve cette pauvre femme morte dans sa chambre avec un énorme écriteau à jeun sur la porte, et on suspecte donc qu'elle soit morte de faim. Et de soif. Aussi. Et de soif, et sans doute de soif d'ailleurs, vous avez raison. On assiste à des choses épouvantables. C'est horrible. Moi, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, quand j'étais jeune interne ou jeune assistant,
tous les médecins, tous mes collègues, on aimait cette institution qui n'était pas toujours très riche, mais il y avait une valeur morale, assistance publique, c'était l'aide aux autres, c'était très noble. Et en plus, avec la réforme de Bray, des CHU, c'était travailler en liaison avec les universités. Donc c'était un très très beau projet. Et malheureusement, sous la pression des lobbies, de Big Pharma et de certains dirigeants, ministres et présidents de la République, tous ces hôpitaux publics sont maintenant vendus à la casse, quoi. C'est terrible. Moi, j'étais plus de 26 ans chef de service, avant que ce monsieur Martin Hirsch me libère de mes fonctions que je laissais 3 mois après, donc c'était un coup de pub, mais bon, c'est pas grave. Martin Hirsch, il a finalement, quand on regarde, il a été complice de cette destruction de l'hôpital public qui était terrible. Moi, j'ai vu de mes yeux, surtout la loi HPST, Hôpital Santé Patient Territoire, qui était de 2009, je crois, qui avait été voulu par Nicolas Sarkozy en disant qu'il faut transformer l'hôpital en entreprise pour rapporter de l'argent. L'hôpital, c'était plus fait pour soigner, c'était pour rapporter de l'argent. Moi, je n'ai pas très bien compris. Et avec ce qui est bien, c'est qu'il ne fait plus ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Voilà. Et Roselyne Bachelot qui s'était engouffrée là-dedans. Moi, j'étais en tête de la manifestation à Montparnasse, je me souviens, j'étais au premier rang contre la loi HPST. D'ailleurs, j'avais rencontré Roselyne Bachelot 3 jours après, parce qu'on préparait les histoires de pandémie grippale. Et quand elle m'avait vu, là, elle était un peu suffoquée de me voir. Donc voilà, j'ai assisté à la démolition, à la fermeture des lits, à la suppression de personnel. Et pendant ce temps-là, depuis quelques années, on voit l'embauche tous les mois de nouveaux conseillers de gestion, gestionnaires, contrôleurs de contrôleurs. Il y en a des paquets dans les hôpitaux. Donc il n'y a plus un sou pour les soignants, les infirmières, les médecins, parce que ça ne sert à rien. Mais alors, les administratifs, ils se gavent. Et les directeurs d'hôpitaux touchent des grosses primes s'ils suppriment du personnel, s'ils font des économies. Moi, je l'ai vu. J'ai discuté avec plein de directeurs d'hôpitaux. C'est une espèce d'incitation à la casse. Et ça, c'est horrible. Et moi, quand j'ai vu ces reportages que vous avez peut-être vu dans des urgences de grands hôpitaux français, pas de petites villes, de grandes villes, où les gens n'attendaient plus 3 heures aux urgences, ils attendaient 3-4 jours sur des brancards, sans manger. Alors, quand on est jeune, on peut se lever pour aller faire pipi ou essayer d'aller à la cafétéria pour manger quelque chose. Mais une personne âgée qui est là parce qu'elle commence à faire un AVC, qui est sur un brancard, elle ne peut pas aller aux toilettes, donc elle est obligée de faire sur le brancard, elle ne peut pas manger. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à mourir de faim aux urgences, quoi. Non, mais quand on regarde ça, on se dit en France, la France en 2001, l'OMS avait dit que c'est le meilleur système de santé du monde. C'était totalement démoli volontairement par des gouvernements, et à la fois de droite et de gauche, parce qu'ils ont été conseillés par les mêmes conseillers, les mêmes cabinets de conseil. Moi, je suis horrifié, parce que moi, j'étais fier de participer au service public. Je suis fier de mon travail de chef de service. Mais quand j'ai vu des gens comme Martin Hirsch et d'autres contribuer à la démolition de l'hôpital public et ce qui est devenu aujourd'hui, c'est affligeant. Puis quand je vois un nouveau ministre, là, François Braun, qui est là sur les plateaux de télé, quand on lui dit « mais les urgences, c'est la cata », il dit « oui, s'il n'y a plus assez de personnel aux urgences, il suffit de fermer les urgences la nuit ». Vous voyez, il faut être ministre pour sortir des choses comme ça. Non mais c'est la réalité. Dès qu'il peut en sortir une, il en sort une, lui, non mais moi je suis effondré. Quand vous appelez le centre 15, ça veut dire avant il y avait une procédure. Obligatoirement le centre 15 devait répondre en moins d'1 minute. Maintenant vous pouvez attendre plus d'1 quart d'heure avec une petite musique. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Puis si vous n'êtes pas mort d'ici là, et puis après vous arrivez aux urgences complètement saturées, il faut attendre 2 jours pour voir un médecin. Je ne reconnais plus la France, qui était un exemple pour le monde entier. Et je crois que le Braun vient de dire qu'il a donné 500 millions d'euros aux hôpitaux, mais 500 millions, c'est pas grand-chose. Quand Macron donne 3 milliards aux médias, je vous rassure, je crois que c'est pas pour TV Liberté. Non, je confirme. On me l'aurait dit. Mais 3 milliards pour les journalistes, qui sont sûrement des gens d'intérêt public majeur, et puis à peine 500 millions pour les hôpitaux. C'est indécent, c'est honteux. Comment un président de la République, des ministres peuvent oser dire ça publiquement? Ils devront rendre des comptes devant les Français. Ça, je me répète, on a des gouvernants qui vont contre la santé des Français. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et j'espère que le Conseil de l'Ordre
m'accompagnera dans cette démarche pour soutenir les médecins français qui sont en grande souffrance et qui me soutiennent. Et alors justement, professeur, une question un peu impertinente. Quel regard portez-vous sur votre profession de médecin ? Parce que vous n'avez pas été si nombreux que ça à monter au créneau, finalement. Alors, j'en veux pas à mes collègues, parce que le système est... La manipulation des médecins, je la connais parfaitement. L'industrie pharmaceutique finance ce qu'ils appellent les leaders d'opinion majeurs, qu'en anglais on appelle les KOL, Key Opinion Leaders. Alors, ils déclarent 10 000, 100 000 euros de lien d'intérêt sur Transparence Santé. Mais en fait, moi j'ai des copains au plus haut niveau de l'industrie pharmaceutique mondiale, donc je sais tout ce qui se passe. Il ne faut pas me raconter des cracks. Ils touchent des millions sur des comptes offshore. Il y a des gens qui passent sur les plateaux, qui influencent tout le monde. Donc, pour les milliardaires, donner 1 million à un médecin, c'est rien. S'il peut influencer le pays, que tout le monde soit docile pour accepter des contrats de milliards de vaccins, c'est pas grand-chose, 1 million. Voilà, donc il y a finalement une petite poignée de personnes qui va influencer tout le monde à la tête des sociétés savantes. Et puis après, le médecin de base, il n'est pas spécialement corrompu. Il suit. Il suit parce qu'il n'a pas le temps. C'est beaucoup de médecins, ils sont tellement pris, il y a un tel boulot, il y a de moins en moins de médecins qu'ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas le temps de s'informer, je ne leur en veux pas. Ils lisent même des journaux de vulgarisation médicale pour les médecins généralistes. Alors, je ne citerai pas de nom, mais on sait qu'ils sont tous sponsorisés par l'industrie pharmaceutique où ne passent que des messages contrôlés par Big Pharma. Bon, ils sont informés avec ça en lisant Libération, Le Monde, des journaux qui maintenant ne sont plus les vrais journaux indépendants que j'ai connus, mais qui sont alignés sur les messages gouvernementaux. Bon, il dit, tiens, le professeur machin, qui est le président de la société savante, ou le professeur machin à la télé a dit ça. Ils lisent le journal le soir. Pour eux, c'est l'évidence. Ils n'ont pas les... Et je leur en veux pas du tout, parce que c'est... Ils sont pris dans leur boulot, ils sont occupés par leurs patients. Mais est-ce que cette tolérance, je comprends, c'est tout à votre honneur, mais est-ce que c'est pas un peu facile ? Est-ce que tout le monde n'est pas responsable un peu de ce qu'il doit faire ? Est-ce que tout le monde ne doit pas s'auto-responsabiliser ? Est-ce que quand on prête un serment, il ne faut pas le respecter ? Tout ça, c'est des questions aussi légitimes qu'on peut se poser à l'égard des médecins qui, comme vous l'expliquez tout à l'heure, ont fait le choix de donner un peu leur vie pour aider les autres. Moi, je l'avais dit au conseil départemental de l'ordre des médecins, c'était pas la chambre disciplinaire quand ils m'avaient convoqué pour me dire bon, maintenant arrêtez de parler des vaccins, on a des ordres, il faut... Bon, moi j'ai dit je suis désolé, moi je parle avec mes tripes, si je pense que je dois dire des choses, je continuerai à les dire. Puis, mais non, mais on a des ordres, vous avez des ordres, mais moi je leur ai cité De Gaulle, Einstein, Gandhi. Non, mais je leur ai dit, hein, si on vous donne des ordres qui sont contre votre conscience, votre devoir c'est de désobéir. Moi, je l'avais dit au Conseil de l'Ordre, peut-être que ça ne leur a pas plu, j'en sais rien, mais je l'ai dit. Et moi, on ne me fera pas changer, ce n'est pas les menaces qui vont me faire changer mon discours. D'abord, j'étais beaucoup menacé, je m'en fous complètement, ça glisse sur moi comme sur la toile cirée. Je sais que je suis avec la vérité. Alors, je ne dis pas que j'ai forcément raison sur tout dans la vie, mais là, sur ces points-là, je suis convaincu, je vois que j'ai raison, les preuves arrivent de partout. Les fact-checkers, c'est des rigolos qui sont payés pour amuser la galerie, pour démonter les gens comme ça sur commande. Moi, je m'en fous, je méprise tous ces gens. Moi, je continuerai à donner un message de vérité, quoi qu'il arrive. Voilà, je suis très à l'aise avec ça, parce que, vous voyez, depuis mars 2020, je n'ai pas changé de discours, j'ai publié 3 livres. J'espère que je n'aurai pas en publié un 4e et que le système sera quand même par terre avant, parce que je pense que là, ça va commencer à péter, parce que toutes les données de mortalité, tout ça commence à sortir. Ils ne pourront pas cacher ça. Voyez, ils étaient pris dans une démesure. Ils avaient le soutien des milliardaires, des médias du monde entier, se sentaient inattaquables. Et là, franchement, je pense qu'ils commencent à avoir peur. Merci beaucoup, professeur Christian Perron, d'être venu sur TV Liberté. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent faire l'acquisition de ce dernier livre, comme des 2 précédents d'ailleurs. Ce dernier livre intitulé « Les 33 questions », dites 33 évidemment, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, c'est chez Albin Michel et c'est disponible sur la boutique de TV Liberté, sur tvl.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous aider aussi en partageant cette vidéo, puisque vous l'avez vu, elle n'est pas sur YouTube pour éviter la censure. Alors nous avons fait le choix de ne pas restreindre nos propos. Nous comptons donc sur vous pour partager au maximum tout cet entretien. Merci à tous et à bientôt.